Bonjour et bienvenue sur We Do Biz. Vous êtes dans la 174e émission de We Move J. We Move J, l'émission pour les jeunes entrepreneurs. Je suis Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du Move J, et j'accueille aujourd'hui Daniel Kervarek comme grand témoin. Daniel Kervarek, dont la dernière création d'entreprise est Live Class. Bonjour Daniel. Bonjour Bénédicte. Et ensemble, donc, nous accueillons aujourd'hui Adrien Salamon. Adrien qui est le cofondateur et président de Balibar. Bonjour Adrien. Bonjour à tous les deux. Alors Adrien, on commence par toi. Est-ce que tu peux nous présenter Balibar en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, Balibar, c'est une marketplace d'objets déco-arty créée par une communauté d'illustrateurs du monde entier. Donc avec Balibar, on est parti à la rencontre des meilleurs illustrateurs du monde. Donc ils sont graphistes, designers ou freelance. Ils travaillent notamment avec des grands magazines comme le New York Times, le Washington Post ou Le Monde en France. Ils ont l'habitude de faire ces illustrations. Et là, aujourd'hui, on peut les proposer sur différents supports. Donc on s'est focalisé sur l'affiche d'art. Donc c'est un vrai tirage de qualité galerie qu'on propose à des prix très abordables parce que les prix sont entre 19 et 29 euros. Alors aujourd'hui, parce que c'est un peu dans l'air du temps, si j'ai envie de faire un code de Noël, je vais sur Balibar. Balibar.quoi d'ailleurs ? Balibar.com.fr. Balibart.com.fr. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, vous allez arriver sur une page où on vous propose différentes illustrations. Tout d'abord, on commence par nos coups de cœur. Parce qu'à l'origine de Balibar, c'était partager l'art qui nous faisait vibrer, partager les illustrateurs qui nous font vibrer. Donc on est vraiment parti, c'est une vraie recherche, une curation de contenu. On allait voir ces illustrateurs, ils ont créé des illustrations spécialement pour nous. Donc vous allez voir notre première sélection. Sur chacune des affiches, évidemment, on explique pourquoi c'est un coup de cœur, pourquoi on avait envie de partager ça. Donc c'est toujours de façon un peu dérivée, on essaie de ne pas vraiment se prendre au sérieux, de couper le côté galerie d'art élitiste, donc c'est à chaque fois des descriptions assez rigolotes. Et ensuite, vous avez la possibilité de chercher par couleur, par thème. Donc, on a différents thèmes en fonction de la personne à qui vous voulez offrir. Donc, tout thème, ça peut être des illustrations politiques, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, dans les thèmes qu'on propose, on a par exemple humour, noir et blanc. Donc, on va avoir tout un filtre de couleurs, évidemment. Vous pouvez, si vous voulez trouver l'inspiration par nos coups de cœur, les préférés de nos amateurs d'art qui viennent sur le site. Et sinon, dans les différents types, on a film pour les fans de cinéma, toute une galerie de dessins de voitures pour les fans de courses automobiles. On peut aller sur des catégories, des collections plus glamour, plus fashion, une sélection pour lui, pour une chambre d'enfant. Donc voilà, c'est vraiment essayer de pouvoir amener la personne le plus rapidement possible pour trouver son coup de cœur, sachant qu'on a plus de 1800 œuvres en ligne actuellement. D'accord. Dont la plus grande partie en exclusivité mondiale. Donc c'est vrai qu'il faut tout de suite aller retrouver son... Comment ça vous est venu à l'esprit ? Parce que je vois que tu as fait HEC, et comment on passe de HEC à l'art en fait ? Alors ça, il faut expliquer à mes parents pourquoi ils m'ont traîné dans des musées depuis que je suis gamin. C'est un peu... voilà, on commence par nous emmener dans des musées, on finit par monter une boîte dans l'art. Donc c'est vrai qu'on se positionne Finalement, un peu plus... c'est de leur faute. Hein. C'est exact, c'est toujours de leur faute de toute façon. On n'a pas fini de régler nos problèmes. Non, mais c'est... en fait, moi, je suis traîné dans les musées, j'adore ça. Je suis un fou d'illustration et de dessin, je collectionne un petit peu. Alors, c'est assez difficile de concilier entrepreneuriat et collection, en tout cas quand on commence. Mais voilà, donc je traîne beaucoup dans des galeries, je vais rencontrer plein d'illustrations, d'illustrateurs. On essaye de voir tout ça. Et au fur et à mesure à HEC, j'ai cofondé une association avec mon actuel associé Maxime Delmotte. On a fondé une association qui permettait de promouvoir, d'accompagner et de financer des projets artistiques d'étudiants en école d'art. D'accord. Parce que souvent, eux, il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire de mieux, créer, et nous, sur ce qu'on sait faire de mieux, financer, accompagner. En tout cas, à notre niveau. Et donc, on a accompagné des groupes de musique à jouer dans des salles de concert. On a produit un documentaire, un court-métrage, et on a fini par travailler avec des étudiants des Beaux-Arts. Et avec les Beaux-Arts de Paris, on a créé une vente aux enchères un peu spéciale. C'est-à-dire qu'à Drouot-Montagne, on avait filmé à l'avance les artistes créer leurs œuvres dans leur atelier. On n'avait pas dévoilé les œuvres. Donc les gens qui venaient ne savaient même pas sur quoi ils allaient enchérir. Et on a projeté le film de l'œuvre en train de se créer.
Et les gens D'accord. enchérissaient au fur et à mesure des coups de crayon. pinceau, des Ouais. coups de crayon. Ah Et à la ouais. fin, on dévoilait l'œuvre. Et ça a eu un beau succès. C'était le tout début de la plateforme drawlife.com. Et à force de travailler avec ces illustrateurs, de voir cet échange entre Internet et l'art, on s'est dit, il faut qu'on y aille. Et donc On est entre finalement, ça. quand vous avez démarré Balibar, vous aviez déjà un certain nombre d'illustrateurs qui vous connaissaient, Bien sûr. donc qui pouvaient vous faire confiance. Parce que vous démarrez, vous avez un chiffre d'affaires qui est déjà impressionnant. Alors je ne sais pas si vous voulez le donner, hein, mais si tu veux le donner, vas-y. Mais vous avez un chiffre d'affaires pour un premier exercice qui est magnifique. Merci. Donc ça veut dire que voilà, vous êtes parti. Il y a une traction. Mais en tout cas, on est très content de ce qu'on commence à faire. On y va étape par étape. Et on pense que c'est la façon la plus saine de construire quelque chose. En tout cas, la plus difficile au tout début, ça a été de constituer cette communauté d'artistes. Ouais. D'accord, Parce que quand on a commencé, on avait un logo qui était plutôt bien. Et d'ailleurs, on remercie notre équipe de graphistes qui sont excellents. On avait un logo et rien d'autre. Ouais. Un projet, une volonté. Donc, on envoyait des mails à des artistes très connus pour leur dire est-ce que vous pouvez rejoindre notre plateforme? Et en plus, on veut l'exclusivité sur votre œuvre. Et en plus, on ne vous achète pas les droits, mais vous recevrez des commissions quand il y aura des ventes. Ouais. Mais le site est en ligne dans 6 mois. Il faut les convaincre. Et alors Et alors, en fait... il y en a combien qui vous ont claqué la porte au nez et combien qui vous ont dit oui? Et je suis sûre qu'on va être surpris. Alors, pas tant que ça qui nous ont claqué la porte. Ben voilà, Ouais. voilà. L'audace. De un, en Ouais, fait, ouais, ben, on a surtout... on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Ouais. Et Ils l'ont donc, compris. quand on envoie un mail à un artiste, on n'envoie pas n'importe comment, c'est pas un mail préparé, c'est à chaque fois un mail qui vient du cœur. C'est au moins 2-3 paragraphes qui expliquent pourquoi on aime ses œuvres, pourquoi on aime cette œuvre en particulier, qu'est-ce qui est intéressant dans son travail, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Donc, on parle vraiment d'amateurs à artistes en disant que nous, on a envie de partager leurs œuvres. Donc, on est parti là-dessus. Que cherche un artiste au final, c'est aussi de partager ses œuvres. Donc Ouais. effectivement, vous avez su leur parler. Et finalement, cette audace, ils l'apprécient. Bah oui, et c'est aussi pour ça qu'ils nous rejoignent. Au début, ils ne s'attendent pas non plus, avec les commissions sur les ventes, à gagner un salaire et vivre grâce à Balibar. C'est quand même un petit complément de revenu aujourd'hui pour nos artistes, mais c'est surtout une visibilité. Et ce qu'on leur a expliqué, c'est aussi de faire partie d'une communauté. Et ça, c'est très important. C'est de se dire, tous les artistes, ils sont tous respectés, ils se respectent entre eux, et savoir qu'ils ont tous leur communauté. Et quand un artiste va parler à sa communauté de Balibar, sa communauté va pouvoir découvrir un autre artiste. Et ils aimaient ce projet. On a des artistes internationaux, on a plus de 18 nationalités qui sont représentées. Ah oui. On ne voulait pas juste rester sur la France, même si on a de très très grands illustrateurs en France. On était attirés un peu par d'autres styles, d'autres façons de faire. Et est-ce que finalement, la tendance est inversée? Est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher maintenant? Oui, on reçoit beaucoup de candidatures. C'est vrai. Alors, comment on fait la sélection maintenant? Alors, c'est très difficile. Là, on a mis en place en fait un système de cooptation. On demande à notre communauté d'artistes de sélectionner avec qui il veut être. Comme ça nous fait qu'on a une communauté qui grossit, mais de qualité. Et ça nous permet, on peut passer aujourd'hui de 200, on peut même imaginer 2000 ou 5000 artistes, mais c'est de qualité parce que c'est la communauté de base en laquelle on a confiance qui va sélectionner les prochains artistes. Alors, c'est une chose d'aller chercher des artistes. Maintenant, il faut aussi acheter des gens qui vont les acheter, ces artistes, qui vont chercher des clients. Comment vous avez fait au démarrage pour trouver vos premiers clients? Alors, ça a été, encore une fois, l'audace ou au culot. Voilà. On a commencé sur fonds propres avec ce qu'on avait d'étudiants. On a réussi à mettre de côté pendant notre première année de Un césure. capital de 10 000 euros hein, pour Voilà, démarrer. c'est Ouais. ça, 10 000 euros qu'on a mis de côté pendant notre année de césure avec mon Ouais. associé. Et L'écureuil. Pensez quand on veut se lancer à faire l'écureuil un petit peu. Ça, c'est important. c'est ça, Ouais. exactement. J'ai une maman entrepreneur et c'est exactement, je le Ah, vois voilà, depuis que je suis tout petit. les mamans entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Donc, je vois évidemment... Il faut faire qu'on- HEC, mais finalement, elles ne sont pas si déçues hein, quand on devient entrepreneur aussi. Allez. Et donc, comment on allait chercher nos premiers clients? Alors, déjà, on a pas mal travaillé sur la communauté des artistes, parce que chaque artiste qu'on a fait rentrer ont une communauté. Donc déjà, on profite de ça. L'artiste est Donc, content vous leur avez de apporté pouvoir- des outils pour qu'ils puissent Exactement, communauter c'est ça. sur leur propre communauté. Tout à fait. Donc, c'est travailler avec des graphistes pour préparer, leur mâcher le travail, pour qu'ils n'aient plus qu'à poster sur Facebook. Ils ont des codes promo à leur nom. On essaye de faire vivre leur communauté. Donc ça, c'était le D'accord. premier point qui était gratuit. Et après, c'est par des partenariats. On Ouais. est vraiment ancré sur du partenariat. Donc aujourd'hui, par exemple, on a négocié un partenariat avec Viva Déco et Art Magazine, Ouais. sur lesquels, à chaque numéro, on a 2 pages pour les produits Balibar, pour nos œuvres, avec un code promo et qui, s'il est utilisé, avec une rétrocession de D'accord. commission. Donc généralement, on travaille beaucoup avec de nombreux blogs, des magazines,
et en leur apportant à la fois un complément de revenus et pour nous une couverture médiatique. Et pour la communauté MoveJ, on peut espérer un petit code promo? Ah bah tout à fait. Bon, on vous le dira, Je- mais plus tard. Alors je peux le dire tout de suite, on peut faire moins 15% avec le code MOVJ. Ah, moins 15% avec le code MoveJ. Voilà, Allez, il faut pas pour oublier tous d'être ceux qui nous commercial. écoutent. Il faut jamais oublier d'être commercial, il faut oser. Vous avez combien de clients aujourd'hui? Alors on vient de dépasser la barre des 1000 clients. D'accord. On a lancé le site en septembre 2014, donc ça fait un an. Une et grosse quelques année, mois. donc 1000 clients en une grosse année, mais combien de visiteurs sur le site? Est-ce que tu as une idée de ton taux de transformation? Ouais, on est à 10 000 sessions par mois Oui. et c'est en grosse progression. Donc on a vraiment, j'ai plus la croissance du trafic, mais on a une bonne traction là-dessus. Et c'est toi qui Et le- t'occupes de ça, de transformer Alors toute la partie marketing, relations clients et logistique, c'est mon associé Maxime. Oui. Et moi, je suis sur la partie artiste, offre et produits. Donc plus sur l'analyse de quelles sont les affiches qui fonctionnent, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, quelles sont les collaborations qu'on a envie de faire pour pouvoir essayer de faire vivre le site en lui-même. D'accord. Et alors, justement, tu nous parles de ton associé Maxime. Vous vous êtes rencontrés, c'est bien Maxime, oui. C'est Oui, c'est Maxime. Maxime. Vous vous êtes rencontrés à HEC ou Tout à fait, sur Alors, les bancs de l'école. des profils pas très complémentaires sur le papier. Lui, sa maman l'a pas traîné dans les musées, en fait. C'est ce qui a fait qu'il Ah, s'occupe ça plus doit du être ça. marketing. Non, lui, il était traîné dans les théâtres. Ah, Chacun le son pauvre. truc. donc c'est Alors, plus... à quand des œuvres sonores chez Balibar? Ah, ce serait bien, ça. Donc, du coup, la complémentarité entre associés, revenons à des choses plus pragmatiques. Comment ça se passe quand on est tous les deux issus de la même formation? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent et une question qu'on a à se dire, est-ce qu'il faut se mettre avec quelqu'un de complètement différent? Et on a plus eu tendance à vouloir s'associer à des personnalités. On a une personnalité qui est très complémentaire. Ça veut dire que moi, je vais être un petit peu tête en l'air, ça m'arrive assez souvent. Je vais plus avoir une vision un peu plus de long terme, essayer de voir, j'ai une fibre très artistique, donc ça va être plus sur la direction artistique, rencontrer les artistes, j'aime beaucoup discuter, rencontrer les gens. Et lui, c'est quelqu'un de très ordonné et très doué dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Et on sait qu'à nous deux, on aurait chacun dans son coin, on aurait planté la boîte en 2 semaines. Ça, c'est évident. Sans lui, j'aurais jamais réussi à accomplir ce qu'on a réussi à accomplir tous les deux. Et c'est vrai que c'est plus une complémentarité de personnalité. Et, Alors, C'est ouais, très bien. c'est très bien, mais moi je me dis, il y a le site, enfin Balibar, c'est de la vente en ligne. Et je me dis, il y a une compétence clé qui manque Qui est peut-être, la une vente en compétence ligne. technique. Alors, il se trouve, ouais. Comment vous avez fait justement pour développer un site? Parce que c'est souvent là que le bas blesse en fait quand on se lance sur du online. C'est que en n'ayant pas ces compétences, on fait développer par quelqu'un son site et puis de fil en aiguille, on se retrouve avec le site qui va pas du tout. Enfin, c'est un gouffre financier, etc. Alors, etc. oui, il y a- Comment ça s'est passé pour vous? Alors, tout d'abord, on est tous les deux d'anciens de Requête Internet. On a travaillé en Égypte sur le copycat d'Amazon, donc qui s'appelle Jumia. Et donc, on est quand même... Maxime, lui, est un pro du marketing en ligne pour attirer des clients, ce qu'il faisait chez Jumia. Oui. Et moi, j'étais catégorie manager, donc j'étais en charge de toute la partie électronique qui était de la tablette, téléphone portable, pour essayer de sourcer les produits, négocier avec les fournisseurs, après faire vivre et justement comment optimiser le taux de conversion, comment optimiser le site internet. Donc c'est vrai Après, que le toute cette faire, partie, le site internet. le faire, c'est là où on arrive. Développeurs, on en a eu quelques. J'essaie de nommer les passions. On a eu quelques développeurs et des difficultés de développeurs, ça c'est évident. Que vous avez payé? Oui, qu'on a payé. Le premier développeur avec qui on a travaillé, en fait, on était en Égypte à ce moment-là, donc on a travaillé avec un Égyptien. Ça n'a pas du tout fonctionné. De toute façon, sur le long terme, ça aurait été complètement illusoire. Mais on a surtout commencé à vouloir, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense qu'on se rassure à vouloir faire un logo et tout de suite essayer de faire la maquette du site. C'est une grossière erreur parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va monter. On n'a pas de retour client, on n'a pas rencontré des gens, on n'est pas allé sur le marché, on n'est pas allé discuter. Donc pourquoi on va se lancer dans une maquette de site? Ça rassure énormément. Donc je pense qu'on n'était pas du tout prêt à ce moment-là. Et donc ça, évidemment, après avec la distance entre la France et l'Égypte, c'était impossible. On a travaillé avec d'ailleurs un collectif de graphistes au tout début, parce qu'on s'est dit ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir une identité graphique forte. Avoir un logo, une identité sur le site, parce que ça, c'était important. Et on a trouvé un développeur freelance qui nous a accompagnés pendant un temps.
Alors, le freelance, c'est très bien quand on a tout le temps, en se disant on a envie de le lancer quand on veut, notre site, donc ça va. Il y a un moment où, une fois que c'est en ligne, il y a énormément de soucis au quotidien, de difficultés, d'erreurs qui apparaissent, ou de choses qu'on nous dit, qu'on a envie de mettre en place assez rapidement. Et là, on n'est plus aussi agile qu'on l'a été, et donc il faut avoir quelqu'un à plein temps dans l'équipe. Mhm. C'est pour ça qu'on a Julie qui nous a rejoint, qui est une élève d'Epitech, et qui maintenant nous accompagne depuis 6 ou 7 mois, depuis mai dernier, et qui a fait des merveilles à notre site et qui nous accompagne. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On avait vraiment besoin de quelqu'un. Ok, tu nous parles beaucoup de délais de planning, Mine de rien, hein. mine de rien. Ouais. Donc, on va du coup revenir faire une petite parenthèse avec Daniel Kervarek, donc de Live Class, qui va, je crois, nous parler un petit peu d'agenda. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Live Class et nous présenter ton actualité? Oui, tout à fait. Donc, Life Class, c'est un éditeur, une société de coaching et de formation. Et en termes d'actualité, on lance en fait un agenda papier Un agenda papier. dans lequel on va Écoutez bien. retrouver à la fois les engagements, la to-do list, etc. Mais en complément, on va accompagner sur l'agenda plus entreprise les managers à faire leur travail. Les accompagner sur comprendre ce qui les intéresse, leurs valeurs, comment ils trouvent justement cette association, comment trouver cette complémentarité. Mais avant de connaître cette complémentarité, il faut savoir qui on est soi-même, comment s'organiser, comment gagner du temps, etc. Et cet agenda, en fait, accompagne les managers en entreprise pendant toute l'année, en complément, bien sûr, de gérer au mieux leur temps. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. On va dire l'essayer, c'est l'adopter. Donc, on vous invite à surveiller l'actualité de Live Class pour ne pas rater l'agenda. On va revenir sur toi, Adrien. Donc, Adrien Salamon, fondateur de Balibar. Donc, entrepreneur qui sort d'HEC. Quelle est la réaction de ton entourage quand tu leur dis, bah voilà, j'ai fait de belles études, mais j'aimerais créer une boîte et en plus dans l'art? Alors, il y a plusieurs réactions. Il y a plusieurs réactions. Disons qu'il y a les gens qui comprennent. Et ils sont nombreux, ceux-là? Ils sont nombreux. En fait, c'est jusqu'où ils comprennent. Ouais, On nous accompagne au intéressant. début. Donc, quand on est étudiant, c'est génial parce qu'on est à la fois étudiant et entrepreneur. Donc là, on a le double statut. Donc, tous nos amis nous suivent. Dans mon entourage plutôt d'HEC, ils le comprennent assez bien. Ouais. L'entrepreneuriat fait vraiment maintenant partie de l'ADN d'HEC. Et donc, ça, c'est vraiment une chance. Beaucoup de profils commencent à émerger. Donc, c'est rentré vraiment dans l'optique que c'est un choix. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est plus d'autres entourages où là, ça peut devenir plus compliqué. C'est plus compliqué. Une fois qu'on est sorti, 1 an après, on se rend compte qu'on ne peut pas se payer quand on est jeune entrepreneur, que on ne peut pas toujours accepter de dîner avec les amis, qu'il faut annuler, que parfois il y a des week-ends qu'on ne peut pas faire, qu'il y a des choses et des choix qu'on doit faire. Et là, quand au quotidien, ça commence à expliquer que non, je suis désolé, je ne peux pas sortir ce soir parce que je ne peux juste pas Je dois bosser, puis financièrement. j'ai pas de sous. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a eu parfois une remarque qui est non, mais tu pourras une fois que tu auras un vrai métier. Ouais. Ah, ok. Alors, qui vient de quoi? D'un ami, d'une grand-mère, d'un Je grand-père? n'irai pas. Non, je ne dirai pas. Mais c'est vrai que il y a des réactions comme ça qui comprennent pas pourquoi on s'acharne. Après, HEC, pendant 1 an, elle continue à pas se payer. Elle continue de vivre chez ses parents. Mais ça, c'est plus, on va voir avec le temps, mais la plupart des gens comprennent. Nos parents comprennent, ce qui est déjà le plus important, de nous suivre et de nous. Et on est vraiment beaucoup aidés par nos familles. Et alors, dans cette aventure Balibar, est-ce que tu as eu par moments des gros moments de découragement, des Ouais. vraiment difficultés où tu t'es dit, non, non, là, celle-là, je la passe pas? C'est évident. Tu as Je pense pas qu'on un puisse. exemple Alors, qui est loin derrière toi? ouais, qui est loin derrière, on va dire ça. Non, mais qui est en fait très enrichissant. On avait commencé sur un premier modèle. Ça s'appelait Balibar, videz vos tiroirs. Et c'était aller demander aux étudiants en dernière année d'école d'art de nous mettre en ligne tous les croquis, dessins, esquisses préparatoires qu'ils ont fait pendant leur étude. Ouais. Donc c'était vraiment une marketplace comme ça. On a commencé sur cette idée, on est rentré à l'incubateur sur cette idée, on a rencontré plein de gens qui étaient assez enthousiastes
à cette idée-là. Et un jour, on est, je ne sais plus exactement à quel événement artistique, et on voit passer Monsieur Grandjean. Et on se dit, il faut absolument, il est grand collectionneur d'art, il faut absolument qu'on aille lui parler, il faut qu'on discute avec lui. Donc, comme à mon avis, beaucoup de gens, on allait le voir en disant, est-ce que vous avez 2 minutes pour qu'on vous pitche notre idée? Il nous a fallu de 30 secondes pour qu'on nous dise, bon, écoutez, là, vous allez nulle part. Bien, merci. Et il nous a expliqué, il a pris le temps, et on a creusé, donc on a été assez découragés parce qu'on est sorti. Et en fait, on a été découragés parce que c'était tout à fait vrai. Toutes les remarques. C'était quoi alors ces remarques? Alors, les remarques étaient que sur le marché de l'art, c'est très très compliqué. Ouais. C'est un marché où soit on est sur le très haut de gamme, et dans Ouais. ce cas-là, on se retrouve en concurrence à des Sotheby's, des Christie's, où il y a Artsy, mais qui vient de lever 28 millions avec des super board members, mais bon, qui ont un objectif mondial. Soit on va lever très très gros et on va aller attaquer ces maisons de vente. À 26 ans, ce jeune étudiant, je ne pense pas. Ouais. Mais après, il y a un ventre mou terrible. Et si on veut, par exemple, nous, ce qu'on voulait, c'était des œuvres abordables entre 500 et 3000 euros. Mhm. Le souci, c'est que les gens qui achètent entre 500 et 3000 euros, ils ne se savent pas vraiment collectionneurs. Ils achètent aussi parce qu'ils ont envie de rencontrer les artistes, d'aller dans des galeries, dans des vernissages, de discuter, de rencontrer. D'accord, c'est le contact humain Ouais. qui C'est le prime, contact en humain, fait. c'est très Ouais. important. Donc, allons sur Internet pour aller voir des gens qui ne se reconnaissent même pas dans la cible, pour vendre des artistes qui n'ont même pas la notoriété pour attirer le trafic nécessaire. Et pour évidemment, si on reste sur un modèle actuel qui est 50-50, avec les artistes, qui est généralement ce qui se fait avec les galeries, combien il faut dépenser pour pouvoir avoir un client qui, derrière, ne va pas vraiment redépenser. Les gens ne se disent pas, tiens, j'ai envie de m'acheter un tableau. On va, on rencontre, Ouais, on rencontre, et une fois, on a un coup de cœur, et là, on se y dit, va. tiens, je vais acheter. Et c'est là où on s'est dit, non, on n'a pas le... dans ce cas-là, si on continue comme ça, on va se planter. Donc merci Pierre-Antoine Grandjean parce qu'il vous a fait gagner beaucoup Ouais. de temps. À mon avis, il a sauvé la boîte. Et d'un qui a sauvé la boîte. Voilà. Ça, c'est une phrase inspirée de Vincent Redrado. Une question, Daniel. Oui, moi, je voudrais savoir comment... Enfin, est-ce que vous avez prévu un dispositif, un business model de repeat business, justement? Alors, c'est la grande question. On a des réunions de travail dessus. On est en train de le travailler, justement, parce que c'est là où, évidemment, tout site d'e-commerce, on peut réussir pendant un temps. La pérennité ne sera que par le repeat. On le sait très bien, faire revenir les clients et les fidéliser. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est on se dit, si on reste que sur l'affiche, on risque de mourir à terme parce que une fois qu'on en a mis une sur un mur, 2 murs, 3 murs, On fait un on en a cadeau offert à une à papy, une personne. mamie, mémé, Exactement. pépé. Voilà. Après, Au bout c'est d'un fini. moment, c'est fini. Donc, on va se retrouver bloqué. Et même si on a des coûts d'acquisition qui sont très faibles et qui nous donnent un retour sur investissement intéressant, on se dit qu'il faut, il faut trouver du repeat. Donc, ce qu'on veut, c'est déjà ouvrir à des nouveaux produits. On a fait un sondage sur nos clients et ce qu'ils cherchent, c'est les images. C'est ce qu'ils aiment. D'accord. Mais ils aiment cette image-là, ils l'aiment pas forcément, ils ne cherchent pas un poster, ils cherchent une image. Donc, elle pourrait être sur différents supports. Donc, déjà, se dire, tiens, j'ai acheté une fois là-dessus, mais je vais faire un cadeau. Avec un autre visuel et en développant, en démultipliant les supports, on peut déjà réintéresser la personne sur les images. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est des ventes événementielles. Donc ça, c'est pas encore en ligne, mais on va travailler dessus. De pouvoir, une fois par semaine, faire découvrir une œuvre qui est éditée qu'en 30 exemplaires dans le monde, signée sur le tirage et qui sera vendue à un prix dérisoire. Voilà, donc on ne compte pas gagner beaucoup d'argent là-dessus. Mais l'idée, c'est de faire revenir et de se dire il y a une bonne affaire toutes les semaines à faire parce que justement, c'est des œuvres d'art qui seront vendues. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé sur le prix, mais assez faible. Alors, vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire qui vous accompagne justement dans ces périodes de réflexion? Alors, tu as parlé de l'incubateur HSC. Vous avez un mentor également au MoveJ. Est-ce que tu peux nous parler de ces accompagnements et nous dire un peu ce que chacun apporte? Alors, on a de la chance d'être suivi par de super mentors depuis le début. On a Vincent Redrado de The Tops qui nous suit depuis le début. On l'a Donc, dans le cadre de l'incubateur HSC. Alors, en fait, on voulait rentrer à l'incubateur HEC, donc on s'est dit, pour rentrer, autant aller voir tous les gens qui ont fait l'incubateur. Et on prend un café avec eux et ils nous expliqueront... Et c'est plus la peine d'y rentrer. En tout cas, ils nous expliqueront pourquoi c'était important pour eux. Donc, on a rencontré Vincent, c'était le premier qu'on a rencontré. On a pris un café, on a tout de suite tissé des liens très forts. Et il a décidé de nous accompagner en tant que mentor. Donc, on le voit une fois par mois, de façon tout à fait bénévole.
il n'a aucune participation dans la société. Et en tout cas, il nous suit et il nous accompagne énormément. Donc là, il va vraiment nous aider sur comment on propose l'offre, comment on la pense. On a hésité entre beaucoup de choses, quelle va être notre stratégie de pricing, l'acquisition client, en tout cas en e-commerce. Il nous a beaucoup aidé. Très expert sur ce sujet-là. On a Alban Rouvière et Tristan Viscock qui sont des investisseurs. Qui ne sont pas des mentors, ça alors. Qui ne sont pas des mentors, mais qui nous suivent tout comme. Et c'est vraiment, c'est une grande chance de pouvoir discuter avec eux. Ils avaient investi dans Price Minister, ils étaient dans beaucoup, ils sont aussi à l'origine de The Family. Donc investisseurs, on comprend qu'ils ont un intérêt à voir que ta boîte fonctionne. En tout cas, ils ont aussi un intérêt très affectif pour la société. Un bon investisseur a forcément un intérêt affectif. Oui, nous, c'est ce qu'on recherche absolument. Quand on cherche des fonds, on cherche surtout des gens. Ouais. Et après, on voit, et c'est ce qu'on veut. On veut s'entourer des bonnes personnes. C'est comme ça qu'on s'est construit et qu'on veut se construire. Et on a Daniel Depleur qui nous suit depuis maintenant 4 mois avec le MoveJ. Et c'est une grande chance aussi. C'est une très belle rencontre. Nous, on avait demandé, on n'avait qu'une seule chose quand on a demandé qu'on voulait un mentor. Il y a une règle, on nous demande qu'est-ce que vous voulez comme mentor, comme type de mentor. Et on a dit quelqu'un qui dit les choses franchement, quitte à nous casser tout de suite. et Daniel c'est bon. Voilà, exactement. Elle coche. Oui. Il a le coche et c'est quelqu'un qui il a tout de suite le sens, il comprend, il va poser les bonnes questions, il va voir tout de suite ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, on est en train de travailler très fortement avec lui sur la gestion quotidienne, mettre tous les outils de gestion en place pour pouvoir justement ne pas exploser en plein vol avec une croissance. Et ça, c'est quand même très important. C'est important, d'autant qu'on a vu que vous démarriez très très vite. Alors, tu as la chance d'avoir en face de toi un mentor du MoveJ, Daniel Kervarek. Est-ce que tu as une question à lui poser ? Alors, c'est une question qu'un de mes anciens patrons posait tout le temps, qui était, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui demandait quel était le conseil qui vous a le plus aidé lors de votre carrière. Savoir s'arrêter. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as, sur une idée, accepté que cette idée ne soit pas au bon moment ou ne soit pas la bonne idée pour le marché. C'est un peu ce qui s'est passé pour vous. Vous avez accepté, suite à des rencontres, de dire « bah non, on n'était pas sur la bonne voie » et de bifurquer. Et ça, c'est quelque chose de très précieux parce que c'est ce qui fait, en fait, ta performance et ton agilité. Et donc, alors, j'ai une deuxième question. Donc, une deuxième question. Je me permets. Quelle est la différence entre persévérance et acharnement ? Alors, je pense que c'est lié à des valeurs. On utilise le terme acharnement qu'en fait, on ne va pas dans la bonne direction. Alors que persévérance, ça veut dire que tu es sur la bonne direction. Donc, que tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on sait toujours si on est dans la bonne direction ? Ça, c'est la question suivante, mais on va peut-être s'arrêter là pour ces questions. Adrien, pour conclure cette émission, est-ce qu'il y aurait un message que tu aurais envie de faire passer à ceux qui sont maintenant quelques années derrière toi, qui sont sur les bancs d'HEC ou d'une université ou qui ont fini très jeunes leurs études pour décider de se lancer dans la vie active ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je sais pas si pour leur faire passer ta passion de l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas si j'ai suffisamment les cheveux gris pour pouvoir donner des conseils, mais en tout cas... tu leur parles, c'est pas un conseil. Ouais, non, il faut y aller à fond. Il faut vraiment y aller parce qu'il n'y a rien à perdre. Il y a vraiment rien à perdre. Nous, on essaye, même si pour l'instant, on ne se rémunère pas. On a essayé, même en s'endettant un peu, mais il faut y aller parce qu'au final, on fait que apprendre. Et c'est le plus important, c'est que nous, on a considéré que notre première boîte, c'était un apprentissage. On n'a jamais dit on monte une boîte pour gagner de l'argent. Enfin, c'est complètement fou. On monte une boîte pour apprendre des gens, pour se retrouver dans des situations difficiles, comment on va les gérer. Et jamais en entreprise ou à d'autres moments de vie, on va se retrouver dans des situations aussi complexes. C'est des montées et descentes émotionnelles terribles. Et des difficultés. Et justement, c'est en se mettant dans ces cas-là qu'on va pouvoir apprendre sur nous, sur les autres. Et en tout cas, c'est très riche d'apprentissage et ça vaut le coup de le faire. Eh bien, merci Adrien Salamon, cofondateur de Balibar, et merci à Daniel
Kervarek, fondateur de Life Class, pour cette 174e émission de WeMoveJ dans WeDoBiz, le média des entrepreneurs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte d'un jeune entrepreneur.